Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 21 février. Le chaos se répand aujourd'hui en Libye. Des rumeurs d'origine anglaise faisant état de la fuite du colonel Kadhafi pour le Venezuela ont été démenties. Le géant des travaux publics Vinci et Total rapatrient la quasi-totalité de leurs employés français. Le cours du pétrole grimpe sur les marchés. Après les signes envoyés par DSK, une nouvelle prise de position claire et nette de son épouse qu'il dit écouter. Anne Sinclair dénonce la relance par l'UMP du débat sur l'islam. Face à face, dans un instant sur ce plateau, Jean-Marie Le Guen, proche du directeur général du FMI, face à Chantal Brunel, secrétaire nationale de l'UMP. Le salon de l'agriculture, feuilleton de la semaine à suivre dans la clé des champs. Rendez-vous que nous donne Caroline Deschamps. Ce sera tout à l'heure à 19 h 20. La répression sanglante en Libye ne freine pas la révolte qui a fait tomber apparemment plusieurs villes aujourd'hui et hier aux mains de l'opposition. L'insurrection a même gagné Tripoli où des bâtiments publics ont été incendiés. Claire de Buisère. La Libye sombre ce soir dans le chaos. Plusieurs villes sont désormais aux mains des manifestants. Depuis la nuit dernière, Benghazi, la deuxième ville du pays, est sous le contrôle des opposants. À Zaouïa, près de la frontière tunisienne, la police libyenne a déserté. Pour la première fois, des tirs ont été entendus cette nuit à Tripoli, la capitale, où des bâtiments publics ont été incendiés. La répression est sanglante. L'armée n'hésite pas à tirer sur les manifestants. L'ONG Human Rights Watch parlait ce matin d'au moins 233 morts en 4 jours de manifestations. Hier soir, à la télévision libyenne, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam, s'est montré menaçant, parlant même de guerre civile. La Libye n'est ni la Tunisie ni l'Égypte. Il y aura des fleuves de sang dans toutes les villes de Libye. Le pouvoir en place est décidé à tout faire pour mater la révolution. Ce soir, la télévision d'État a annoncé plusieurs morts dans une opération menée contre ceux que le régime appelle des terroristes. Par crainte d'une guerre civile, les pays européens évacuent leurs ressortissants. Plusieurs grandes entreprises rapatrient leurs salariés, comme le géant pétrolier BP ou encore le groupe italien Eni, premier producteur pétrolier en Libye. Et l'Italie déclenche ce soir l'alerte maximum dans toutes ses bases aériennes. Cela après l'atterrissage un peu plus tôt à Malte de 2 avions militaires libyens, 2 avions et 2 hélicoptères civils qui se sont posés donc en provenance de Libye. L'Union européenne condamne la répression en Libye. Elle doit cesser immédiatement, déclare pour sa part Michel Alliot-Marie. Même exigence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'inquiète à nouveau d'une effusion de sang, appelant toutes les parties à la retenue. Notons encore que Washington décide de rapatrier ses diplomates non essentiels. À Bahreïn, un manifestant chiite a succombé aujourd'hui à ses blessures, portant à 7 le nombre de morts de la répression. L'opposition annonce une grande marche pour demain. Et puis, nouvelle manifestation aujourd'hui au Yémen, où la grande esplanade devant l'université a été rebaptisée place Tahrir, en référence bien sûr au soulèvement en Égypte. Ce matin, un manifestant a été tué au Yémen par les forces de l'ordre. Au Maroc, enfin, le gouvernement annonce vouloir passer à la vitesse supérieure dans les réformes. Cela au lendemain d'une journée de protestation pacifique, même si 5 personnes ont trouvé la mort dans une agence bancaire incendiée. Et puis il y a eu également plus d'une centaine de blessés hier au Maroc. Bonsoir Khadija Mohsen Finan, vous êtes chercheuse spécialiste du Maghreb. L'effet domino semble jouer à plein, donc avec le cas, peut-être le cas à part de la Libye, qui a recours, on le voit, à la répression et puis qui joue également peut-être de sa puissance à l'étranger. Oui, je pense que la Libye voulait faire la différence, elle voulait montrer qu'elle était différente des autres pays, qu'elle s'appuyait beaucoup sur la rente pétrolière et que rien n'avait changé pendant 40 ans et je pense qu'elle ne se sentait absolument pas concernée par le mouvement général du monde arabe. On voit bien que ce n'est pas le cas, c'est un pouvoir vulnérable, très faible finalement, qui se défendait par un autoritarisme qui était réellement excessif et qui se défend par la coercition. Oui. Par une répression beaucoup plus sanglante que ses voisins. Absolument. Il a toujours fait preuve de répression très violente contre les islamistes au milieu des années 90. Aujourd'hui, on le voit encore et contre toute forme d'opposition. Quelle lecture faites-vous de ces révoltes qui se multiplient dans le monde arabe ?
Je pense que les peuples sont déterminés. Ils sont déterminés à arriver jusqu'au bout. Alors reste à définir quel est ce bout qu'ils veulent atteindre, cet horizon qu'ils veulent atteindre. Et je pense que ça va se faire différemment. C'est-à-dire que dans les pays qui ont été totalement fermés, ils veulent se débarrasser des symboles du pouvoir et de la tête, finalement. Dans d'autres pays où il y a des réformes qui ont été engagées, ils veulent aller beaucoup plus loin. Et ils veulent absolument un état de droit, une transparence, beaucoup moins d'opacité, une participation dans la prise de décision. Donc ce sont des revendications tout à fait citoyennes qui gagnent l'ensemble du monde arabe. Vous pensez? Je pense au Maroc, effectivement. Je pense au Maroc, je pense à l'Algérie aussi, où il y a un début de réforme et de changement qui a été amorcé. Et les gens veulent aller plus loin, mais pour l'Algérie, c'est un petit peu différent, parce qu'ils savent très bien que si Bouteflika s'en va, l'essentiel du pouvoir reste entre les mains de l'armée. Comme en Égypte. Comme en Égypte, de manière un peu différente de l'Égypte. Alors il y a deux écoles qui s'opposent manifestement dans la lecture de ces événements. L'une 100% optimiste, j'ai envie de dire. Bien sûr, la révolte des peuples opprimés ne peut que soulever une immense joie, une grande solidarité partout dans le monde. Mais il y a une autre lecture plus pessimiste, car on ne sait pas évidemment ce qui suit les révolutions. Oui, non, je crois qu'il faut être réaliste. Je crois qu'il fallait effectivement tourner la page de ces régimes fermés. Mais ce qui reste à construire est énorme. Il faut le faire avec beaucoup de précautions, avec beaucoup d'aide aussi, avec beaucoup de résolution. Et nous sommes guettés par le chaos. Il ne faut pas exclure le chaos, peut-être pas, mais en tout cas une forme d'anarchie, peut-être de manière provisoire. Et l'islamisme serait aussi le chaos pour vous ? Non, je crois que l'islamisme, ça c'est un fantasme de l'Occident. L'islamisme, je crois que les islamistes ne prendront pas les pouvoirs, ça dépend des pays, mais en tout cas pas dans ces pays du Maghreb. Je crois que les islamistes, non, ce n'est absolument pas le chaos, ça dépend de la manière, des formes que ça prend. Si c'est un islamisme à la turque, comme il se revendique aujourd'hui, ce n'est absolument pas le chaos. Merci Khadija Mohsen Finan pour vos commentaires ce soir. L'effondrement de l'État, en tout cas en Libye, mais aussi en Tunisie et ailleurs, fait redouter une vague d'immigration en Europe. La solidarité des 27, d'ailleurs, est mise à nouveau à rude épreuve avec le risque du chacun pour soi. C'est dans ce contexte que Marine Le Pen relance son offensive en accusant le gouvernement de cacher les chiffres de l'immigration. Au passage, la présidente du Front National a évoqué les grandes heures de la résistance, allant jusqu'à évoquer Jean Moulin. Jérôme Rabier. Son père Jean-Marie parlait des chambres à gaz comme d'un détail de la Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen préfère jouer la fibre de la résistance, quitte à dire que pour résister, un fonctionnaire doit révéler les documents compromettants pour le gouvernement. Elle a pour objet d'appeler les fonctionnaires patriotes qui ont des révélations à faire, à nous les transmettre pour que nous les fassions connaître. Alors à défaut de compter sur le gouvernement, nous faisons appel aux Jean Moulin de l'administration, aux fonctionnaires patriotes qui veulent organiser ce qu'il faut bien appeler la résistance à cette politique insensée. Une comparaison historique inacceptable pour l'UMP. Jean Moulin est mort, torturé, exécuté par les nazis dans une France occupée par les nazis. Toute comparaison aujourd'hui avec une situation pareille est une comparaison historiquement inadmissible. Alors que Nicolas Sarkozy évoque le résistant Guy Môquet et que l'UMP se veut l'héritière du gaullisme, la nouvelle présidente du FN emprunte une thématique chère à la majorité. Une nouvelle banderie de Marine Le Pen au moment où l'UMP ouvre le débat sur islam et laïcité, thème qui jusqu'alors était l'apanage du parti frontiste. 7 millions de téléspectateurs pour Dominique Strauss-Kahn hier soir sur France 2, le record de la saison en part d'audience, précise la chaîne. L'offensive médiatique du directeur général du FMI s'est doublée d'une offensive sociale qui a laissé de marbre, semble-t-il, le porte-parole du Parti socialiste. Benoît Hamon, en effet, choisit Martine Aubry, qu'il juge la mieux à même de rassembler la gauche. Il le dit dans une interview ce soir au Monde. La mise en scène du week-end a été jugée grotesque par Jean-François Copé. Qu'en disent les professionnels de la communication politique? L'enquête de Mounir Soussi. DSK a beau avoir quitté Paris, son visage reste à la une de la presse. Après le week-end parisien du directeur général du FMI, le plan média de Dominique Strauss-Kahn se poursuit ce matin dans les colonnes du Parisien. Hier, il a réuni près de 7 millions de téléspectateurs à la télévision. Les silences étudiés de DSK irritent ses opposants, font les choux gras des gazettes, mais n'agitent pas l'opinion. Les médias voudraient imposer leur rythme à cette campagne et voudraient que Dominique Strauss-Kahn puisse répondre tout de suite. L'opinion ne donne aucun signe d'énervement.
L'opinion donne des sondages où elle explique de manière assez claire pour le moment qu'elle souhaite la victoire d'un camp plutôt qu'un autre. En éclipsant Christine Lagarde lors des travaux du G20 et en échangeant d'égal à égal avec Nicolas Sarkozy, DSK a ainsi étoffé sa stature de présidentiable. Pour les observateurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Les déclarations de son épouse dont il dit qu'il y est attentif, le fait qu'il dit avoir regretté qu'en son temps Jacques Delors n'ait pas été candidat, ces différents éléments sont des signes implicites qui laissent à dire qu'il sera candidat à la présidentielle. Dominique Strauss-Kahn a une alliée chevronnée pour faire passer ses messages sans se dévoiler. Son épouse, Anne Sinclair, ancienne journaliste. Sur son blog, aujourd'hui, elle s'insurge contre le débat sur l'islam voulu par Nicolas Sarkozy. Voilà des propos que l'on va commenter avec nos deux invités dans un instant, Jean-Marie Le Guen et Chantal Brunel, puisque on sait que DSK écoute son épouse, donc peut-être qu'elle s'exprime à nouveau sur le fond, mettant des dossiers à la place de son époux, on ne sait pas. En tous les cas, question du nouvelobs.com. En avez-vous assez du suspense DSK? Vous répondez oui à 44%, non à 53%. Donc une petite majorité en redemande encore. Mais y a-t-il encore du suspense pour vous, Jean-Marie Le Guen? Vous êtes député socialiste de Paris, membre de la garde rapprochée de DSK. Non, vous êtes un homme heureux de voir son champion en habit présidentiable. Je pense qu'il s'impose de plus en plus déjà au regard des Français comme une évidence. Maintenant, à partir du moment où sa décision n'est pas prise, elle n'est pas exprimée, elle n'est pas prise. Chantal Brunel, pour vous, il n'y a plus de doute. J'en sais rien. Moi, je trouve que la communication du Parti socialiste est absolument géniale. On a tenu toute la France en haleine jusqu'aux 20h de la 2 pour faire plouf et dire que M. Strauss-Kahn n'avait rien à dire. Oui. Donc, je ne crois pas à l'homme providentiel. D'ailleurs, il a quoi? Rien ne le caractérise. Quand il était ministre des Finances, qu'est-ce qu'il a fait? En dehors d'être co-auteur de la loi sur les 35 heures, il n'a rien fait, Dominique Strauss-Kahn. Quelle réforme a-t-il fait lorsqu'il a été ministre des Finances? Je veux dire, il regarde de loin. En France, il n'a rien fait. Donc, je dirais, c'est l'homme providentiel, mais je ne suis pas sûr que les Français... c'est le vide pour vous. 10 sur 10, pour vous, c'est le vide. Attendez, image 10 sur 10... Programme 0, il va faire quoi? Attendez, sur les retraites, c'est la retraite à 60 ans ou pas? Le Parti socialiste a dit on revient à la retraite à 60 ans. Que fait M. Strauss-Kahn? Alors, Jean-Marie Le Guen, une bulle médiatique vide, dit Chantal Brunel, à propos de votre champion. Écoutez, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une impression subjective, que les porte-paroles de la droite ont du mal à saisir et à critiquer Dominique Strauss-Kahn. On entend les choses les plus contradictoires. On nous explique qu'il n'existe pas en même temps qu'on nous dit qu'il fait un rôle tellement incontournable au FMI qu'il est impensable qu'il puisse en prendre la moindre distance. Vous nous dites vous-même qu'il a fait les 35 heures, mais il n'aurait rien fait d'autre. Il me semble comme ça. Il me semble comme ça que le niveau de croissance qui avait été atteint à cette époque-là par notre économie avait été salué par tout le monde, que ça avait créé à l'époque plus d'1 million d'emplois. Il me semble que c'était l'époque où la France avait reculé son endettement, où le chômage avait reculé. Beaucoup plus de chance que Nicolas Sarkozy qui s'est pris la crise en pleine main. Excusez-moi, mais il y a quelque chose quand même, on ne peut pas considérer qu'une politique économique réussie, ce soit simplement le facteur la chance. Alors j'entends bien, et d'ailleurs Sarkozy qui est un admirateur de Napoléon pourrait dire je choisis mes généraux parce qu'ils ont de la chance, mais on voit bien quand même que, et dans ce qui s'est passé hier soir, peut-être on va y venir, il y a eu quand même un discours très clair sur la politique économique, sur la critique des politiques européennes aujourd'hui et sur les propositions qui sont celles de Dominique Strauss-Kahn, en creux ou en clair quand il s'agit de la politique européenne. Chantal Brunel, vous avez bien sûr entendu ces critiques, on a entendu DSK adresser des critiques à l'Europe, mais on entendait la France quand même. Vous l'avez perçu comme ça ? Oui, enfin tout ça a été très compliqué. Moi je voudrais faire remarquer, c'est très compliqué ce qu'il dit. Moi il y a un débat assez étonnant sur son second mandat. D'abord on attend qu'il termine son mandat. Est-ce qu'en juin son travail sera terminé? Non, il y a plusieurs sujets. Je veux dire, qu'il ne fait rien selon vous. Non, mais attendez. Non, je dis qu'au ministère des Finances, quand il était ministre des Finances, je ne sais pas ce qu'on peut lui attribuer en dehors d'avoir été co-auteur de la loi sur les 35 heures qui nous a coûté cher. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'au FMI, il y a un rôle important. Il y a le problème de la monnaie, il y a le problème des matières premières, de la stabilisation des matières premières. Il y a le problème d'un pays qui inonde. Si, il y a non, pas du tout. Je veux dire, il a le problème de la fin
enfin dans le monde, il a beaucoup de choses à faire. Ah, oui, et je trouve aussi très étonnant ce débat sur son second mandat, alors qu'il s'était engagé à aller jusqu'à la fin de son premier mandat. Moi, je crois que c'est vrai que les Français aujourd'hui sont attirés vers un homme providentiel, parce que nous avons beaucoup de difficultés, mais voyons ce qu'il en sera. Et vous ne fait pas peur? Non, j'ai du mal. Alors maintenant, attendez, Madame Sinclair a trouvé un nouveau job. Elle est porte-parole de son mari, du candidat DSK. Moi, je trouve ça assez amusant. Je veux dire, il n'est pas trop macho, ça serait quand même le comble. Je veux dire, il n'est pas tellement dans la réalité concrète. Qu'est-ce qu'il fait sur la retraite? Le Parti socialiste a dit, en tant que directeur général du FMI, il a demandé un allongement de la durée du travail. Il faut le rappeler, hein, Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen, on a entendu aujourd'hui, ou plutôt on a lu Benoît Hamon. Il a même rappelé ce matin dans Le Parisien. Oui. Ouais. Benoît Hamon dit qu'il choisit Martine Aubry. Il la voit seule capable de rassembler la gauche. Est-ce que c'est la faille numéro 1 de DSK, pas assez rassembleur? Non, le jeu de Benoît Hamon appartient au jeu interne du Parti socialiste. Il y a un moment où, si vous voulez, on va quand même se rendre compte que notre pays est dans une situation extrêmement grave, que l'heure est particulièrement grave pour la France et pour l'Europe, et que donc il va falloir que nous tous, les socialistes, on se hisse à ce niveau d'exigence. Voilà. Alors pour l'instant, en laissant tomber les primaires, éventuellement, quand il se déclarera. Non, j'entends les bruits et les critiques qui même sont en Manuel partie Valls justifiées. dit qu'à ce moment-là, chacun devra réfléchir à l'utilité de sa candidature. Mais d'abord, il a raison, parce qu'on a bien vu quand même qu'il y avait des candidatures qui étaient là plutôt pour figurer qu'autre chose. Et deuxièmement, il serait tout à fait malsain que des gens se croient à un congrès du Parti socialiste pour faire des polémiques secondaires et qui ne soient pas à la hauteur des enjeux. Donc voilà. Mais maintenant, on verra. Moi, j'ai confiance dans l'esprit de rassemblement des socialistes et leur esprit de responsabilité. J'ai tout à fait confiance là-dessus, comme j'ai confiance dans la candidature de Dominique. Oui, moi, ce que je ressens sur le terrain, c'est vrai qu'il y a un agacement vis-à-vis du président de la République. On est dans une situation difficile. Mais je ne sens pas un appel pour quelqu'un d'autre. Bon. Dominique Strauss-Kahn, c'est plutôt un peu notre électorat, c'est plutôt le centre. Je dis, c'est les difficultés. Donc, on va chercher un homme lointain géographiquement, c'est l'homme de Washington. Je veux dire d'ailleurs que les Français ne savent pas très bien ce que c'est que le FMI. Rien ne vous a séduit dans sa prestation hier soir sur France 2? Rien? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais quand même une petite chose que vous n'osez même pas avouer. Hein. Non, c'est un homme brillant. Je trouvais que sa prestation était très compliquée. Puis je vous dis, on en a tellement attendu. J'ai l'impression, moi, qu'il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit d'important? Et vous pensez qu'il pourra tenir comme ça jusqu'au mois de juin sans se déclarer et sans s'affaiblir? En attendant, s'il annonce au mois de juin qu'il est candidat, il va abandonner un poste sur lequel il s'était engagé à ne pas l'abandonner. Donc là, voilà, il y a déjà les attaques sont prêtes sur ce thème-là. Non, ce n'est pas des attaques, mais je crois que c'est important que le patron du FMI soit français. Il a un rôle international. Je crois qu'en plus, il est de Washington. Il fait plus de choses à Washington qu'à Bercy, hein, pour vous. Oui, oui, et puis en attendant, en France, pour le moment, il n'a rien fait. Est-ce que vous avez eu le privilège d'une rencontre en privé chez DSK au cours de ce week-end? Écoutez, notre vie privée, comme vous dites, ne vous intéresse pas? Ah non, je parle de votre vie politique et publique. Si elle était publique, elle serait publique. D'accord. Alors, si elle est privée, vous êtes retrouvé donc en Pâques autour de votre champion? Non, je ne crois pas, non. Ah bon? Voilà. Mais non, il n'y a pas de... Il y a un peu une histoire journalistique autour de tout ça. Moi, j'aime bien la manière dont les médias créent un phénomène. Vous en jouez beaucoup vous-même. On peut en jouer à partir du moment où vous êtes en face de nous, nous jouons et nous n'avons pas l'intention d'être complètement les objets de vos propres actions. Voilà, à suivre en tous les cas. Hein. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange. Tout de suite, donc le premier épisode de La Clé des Champs. Un rendez-vous que nous allons retrouver évidemment tous les jours de cette semaine en raison du Salon de l'Agriculture. La vie au salon, donc La Clé des Champs, présentée par Caroline Deschamps. Ah, très bien. Bonjour à tous, je vous présente Al Capone, vache de race charolaise, vache, mouton,
cochons, mais aussi volailles. Ce sont quelques 3500 animaux et 1000 exposants qui sont présents ici pour la 48e édition du Salon de l'Agriculture. Je vous propose chaque jour de prendre la clé des champs pour vous faire découvrir les coulisses de la plus grande ferme de France. Une petite partie de campagne pour vous faire partager un autre regard du monde agricole. Et justement, quel regard porte la société sur le métier d'agriculteur? Entre images d'Épinal et vision passéiste, les agriculteurs pâtissent souvent des clichés bien ancrés dans notre imaginaire collectif. À l'heure d'Internet et du numérique, le métier d'agriculteur n'a plus grand-chose à voir avec celui de nos arrière-grands-parents. Alors, entre mythe et réalité, qu'est-ce qu'être agriculteur aujourd'hui? Et c'est bien connu, la vérité sort de la bouche des enfants. Nous allons donc poser la question aux visiteurs en culotte courte. Agriculteur, c'est élever les animaux. Avoir des tracteurs, avoir des animaux, puis cultiver les champs. Ouais. Ça traite les vaches, ça soigne les animaux, ça s'en occupe. C'est un fermier qui élève des animaux et qui cultive des plantes. Ouais, je pense. Ouais, c'est difficile. Parce que faut que ce soit que les terres elles soient bonnes, qu'il faut traiter par exemple à la bonne heure. T'aimerais bien être agricultrice? Non, je pense que ce serait trop dur. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier? Un peu tout, s'occuper des animaux, savoir ce qu'ils ont. Et je pense pas que je serais. Je l'imaginerais avec un chapeau en paille et aussi avec une salopette, avec des bottes dans un tracteur rempli de boue. S'il n'y avait pas d'agriculteurs, on n'aurait pas à manger, il faudrait aller à la chasse. Quand on interroge un peu les gens et notamment les plus jeunes visiteurs, on se rend compte que finalement ils ne connaissent pas très bien la réalité de l'agriculteur et notamment de l'éleveur. Si vous vous adressiez là aux plus jeunes générations, qu'est-ce que vous leur diriez? En un mot, il faut aimer. Il est vrai que c'est un métier dur où on passe des heures à pas gagner beaucoup. C'est vrai. Néanmoins, si on aime, on retrouve une satisfaction, un petit peu d'argent, mais un grand bonheur par l'animal qui vous donne, qui vous renvoie ce que vous lui avez donné. C'est-à-dire que quand vous mettez un mâle avec une femelle, il vous donne des petits et vous aimez bien avoir le résultat de cet accouplement. Et ça, c'est une passion. C'est quoi votre journée type? Ça se passe comment? On vit 365 jours de l'année sur l'exploitation. Là, à cette époque, c'est l'hivernage et les vélages. Donc là, on est debout, moi, sur l'exploitation, une nuit sur 4, on fait une nuit de garde, grosso modo. Et ça, c'est un rythme assez corsé, quoi. Quand on dort pas la nuit, ça n'empêche pas que la journée, il faut quand même donner à manger aux vaches. Il n'y a pas de vacances pour les animaux? Les vacances, non, on ne connaît pas. Vous prenez jamais de vacances? Non. Et puis avec les animaux, si peu qu'on prend une journée ou autre, c'est toujours à ce moment-là, quand on revient, il y a tout le temps une bête malade ou autre. Et puis tout ça, l'élevage, il faut être présent. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent quand on parle du monde agricole ou est-ce qu'il y a des images toutes faites On entend souvent les chasseurs de primes. C'est-à-dire? On touche des subventions pour subvenir à nos besoins quotidiens des animaux. Et comme on répond toujours, nous sans les primes, on vit. Il faut juste augmenter le prix à l'origine. Parce que les primes, elles couvrent juste ce qui nous manque. On ne vend pas la viande assez chère, alors on est obligé de toucher pour pouvoir vivre. Sinon, sans les primes, il y aurait presque plus d'agriculteurs en France. Vous l'aurez compris, les agriculteurs en ont souvent ras la casquette de l'image qui leur colle à la peau. Tant et si bien qu'ils ont décidé de réagir avec des initiatives plus ou moins insolites pour changer le regard sur le monde agricole. Les agriculteurs du Doubs se sont lancés l'année dernière dans un lip dub. D'autres ont opté pour l'humour gentiment provoque en posant nu pour un calendrier à la manière des rugbymen. Alors vous avez eu l'idée
saugrenue de poser nu pour un calendrier. Comment vous est venue cette idée folle? On s'est dit, voilà, pour donner une autre image de l'agriculture, on s'est dit on pourrait faire un calendrier. Vous êtes lancé dans cette aventure quand exactement? En 2009 pour le premier et en 2011 pour le deuxième. On a laissé une année de répit. Quel était l'objectif? Parce que c'est pas souvent qu'on voit des agriculteurs... L'objectif était principalement au niveau des jeunes agriculteurs pour financer les assemblées générales, les réunions et pour mettre une convivialité. Quand on est en réunion, pour pouvoir payer tous ceux qui viennent en réunion payer un pot, quoi. Alors comment ça s'est passé les prises de vue? C'est une bonne expérience. D'abord on pose habiller et ensuite le photographe nous dit c'est bon, tu peux déshabiller. Et une fois qu'on est déshabillé, franchement on oublie tout, quoi. Il faut se positionner, il faut garder le sourire, on oublie tout, quoi. Et est-ce que c'était une manière aussi pour vous de changer un peu le regard sur les agriculteurs? C'est tout ça, ouais. Les agriculteurs sont toujours un peu coincés, il y a beaucoup de célibataires. Et puis montrer qu'on est des hommes et qu'on n'est pas si vilain que ça, quoi. Mais vous êtes venu habillé quand même ici au salon? Quand même. Ça remodernise un peu l'image qu'on a de l'agriculteur en code de travail, un peu démodé. C'est assez drôle en fait. Je sais pas si ça va relancer la consommation, mais c'est rigolo. Pourquoi les rugbyman en font? Pourquoi pas les agriculteurs? Le mois de juin, il est pas mal. C'est bien. Très joli. Très joli. Il y a bien les pompiers, les rugbyman, pourquoi pas les agriculteurs? En plus, ils sont quand même pas trop mal quand même. Alors, quelle est la réalité du monde agricole aujourd'hui? À quoi ressemble l'agriculteur de 2011? À mes côtés, François Purseigle, bonjour. Vous êtes sociologue à l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. C'est ça. Et chercheur associé au CEVIPOF. Je sais que c'est une question difficile, mais si on voulait prendre un peu la photo de l'agriculteur aujourd'hui, il ressemblerait à quoi? Il ressemble en fait à une population qui est entrée en minorité. C'est une population vieillissante. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes agriculteurs aujourd'hui. On dénombre 2 fois moins de jeunes agriculteurs qu'il y a 20 ans. C'est une population malgré tout qui se renouvelle. C'est une population qui a fait le choix de s'installer, contrairement à ses parents. Le jeune agriculteur aujourd'hui est quelqu'un qui a choisi un métier qui peut offrir de l'avenir en termes de diversification, en termes d'accès au marché. Et alors, il a quel âge? Il fait des études? Comment ça se passe? Alors, question pas évidente, c'est un jeune qui s'installe plus tardivement parce qu'il a fait des études justement. Il a le plus souvent un bac pro, voire un BTS même. Il a fait le choix de s'installer, parfois même après une expérience professionnelle plus ou moins longue, comme cadre dans des organisations, dans des entreprises. Et il considère que l'activité agricole est une étape parmi d'autres dans une trajectoire professionnelle. C'est une profession qui est choisie, qui est voulu, notamment par des jeunes qui ont grandi en ville. D'accord, donc c'est pas forcément de père en fils? De moins en moins, en fait. Tout à fait. 30% des jeunes qui s'installent ont plus de 40 ans. 30% des jeunes qui s'installent ne sont pas issus du milieu. C'est une profession qui s'ouvre. Qui s'ouvre pourquoi? Parce que les métiers de l'agriculture ne sont pas non plus des métiers disqualifiés, au contraire. C'est des métiers assez exigeants en termes de compétences, qui peuvent attirer un public nouveau. C'est des métiers qui permettent aussi d'être tout à la fois chef d'exploitation, mais pourquoi pas salarié d'une entreprise commerciale. La Clé des Champs referme les portes du Salon de l'Agriculture pour aujourd'hui. Mais rendez-vous demain, même lieu, même heure, où nous conjuguerons l'agriculture au féminin. Retrouvez-nous du lundi au jeudi à 22 h pour décrypter toute l'actualité du jour, tout ce qui vous a marqué, tout ce qui vous a interpellé. Nous prendrons le temps qu'il faut pour en parler avec nos invités politiques et puis nos chroniqueurs Jean-Louis Gombaud et Arlette Chabot. Rendez-vous donc à 22 h.